Bonjour, ici Tim Pike, un Englishman à Bordeaux, et pour ce nouvel épisode du podcast Invisible Border Music, nous partons à la rencontre de Martial, qui, avec son compère Babouche, est aux manettes du disquaire indépendant Total Heaven. Il nous explique comment le métier de disquaire a évolué au cours des dernières années, quels sont les secrets de la longévité de Total Heaven, ou encore comment le magasin s'inscrit dans le paysage de la scène musicale bordelaise. Martial revient aussi sur quelques showcases mémorables et dévoile même l'histoire de la magnifique et célèbre fresque murale de la devanture de la boutique. Bref, pour commencer, what is Total Heaven? Total Heaven, c'est un disquaire indépendant qui, aux surprises, existe depuis 28 ans et demi. Donc on va sur nos 30 ans. Autant dire que c'est assez rare, c'est même très rare pour les disquaires indépendants. Disquaire indépendant, c'est un disquaire donc tout seul qui ne dépend d'aucune firme. On est là tous les deux avec mon collègue Xavier, dit Babouche, on le connaît sous le nom de Babouche, et moi-même Martial. On était employés ici. La boutique a été créée en 96 et on l'a racheté tous les deux. On s'est associés en 2001. Ça fait 24 ans qu'on est là tous les deux. Total Heaven, c'est un magasin qui travaille essentiellement le disque neuf, vinyle et CD. On a toujours fait du CD et on continue. Il y a des collègues qui ont arrêté d'en faire, mais nous, on croit au CD encore. Alors, on fait essentiellement du neuf, donc, et c'est ce qui nous démarque des autres disquaires indépendants sur Bordeaux. Ici, on est à Bordeaux, rue de Candale, à côté de la Victoire, où il y a pas mal d'autres disquaires qui font essentiellement de l'occasion. Et nous, notre particularité, c'est de travailler un petit peu tous les styles de musique. On a l'habitude de dire qu'on est les plus spécialistes des généralistes ou alors les plus généralistes des spécialistes. On aime en gros tous les styles de musique. On a appris à les découvrir avec le temps et on aime beaucoup les travailler. Ça va du punk à la soul. Il y a du reggae, il y a du hip-hop, il y a de la variété, il y a plein de choses. Babouche avait trouvé cette formule il y a 25 ans, From Punk to Funk. Alors comment expliquer cette longévité et comment le métier de disquaire a-t-il évolué pendant ces bientôt 30 ans? Ouais, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements dans le métier. Quand on a racheté la boutique, c'était avant qu'Internet ne s'installe, donc la seule façon pour les gens d'avoir accès à la musique, c'était d'acheter des disques. Et pour acheter des disques, on avait le choix entre les commander sur des listes de distribution, aller à la Fnac ou aller chez le disquaire indépendant. Donc à l'époque, c'est vrai que ça marchait bien. On faisait jamais attention au compte, on commandait des disques, on vendait des disques et ça roulait tout seul. Et dans les années 2000, quand Internet est arrivé, ça a été une grosse rupture. Beaucoup de disquaires ont beaucoup souffert. On a souffert aussi. On s'est accroché. On s'est diversifié plus. C'est vrai qu'on faisait moins de choses mainstream et variété, peut-être à l'époque, tout en continuant à travailler des choses plus de niche, comme on dit, du black metal, de la musique expérimentale. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà ça nous plaisait, mais c'est vraiment l'association de tous ces petits styles musicaux, ces styles de niche qui ont fait qu'on a tenu le coup pendant ces années dures, qui sont devenues de plus en plus dures au fil du temps. Et c'est en 2010 où il y a eu un petit retournement quand le disquaire D est apparu, en fait le Record Store Day aux États-Unis, et ça a vraiment été un gros changement parce que d'un coup les projecteurs se sont tournés vers les disquaires indépendants. Avant on parlait jamais, dans l'esprit des gens, le vinyle qui était notre cheval de bataille. À l'époque on vendait des disques vinyles alors que les gens pensaient que ça n'existait plus. Et à partir du Record Store Day, il y a eu un écho dans la presse, aux actualités. À 20h30, il y a eu des sujets sur le vinyle et du coup, ça a suscité l'intérêt des gens et même un petit phénomène de mode. Et du coup, ça nous a un petit peu remis en selle. Mais après, il y a eu un retour de bâton encore une fois assez récent, là, il y a 5-6 ans. C'est la crise économique, les gens ont moins de sous. Le prix du vinyle a vraiment augmenté ces dernières années. Après le Covid, il y a eu une hausse des matières premières qui s'est répercutée sur la hausse de fabrication, qui est réelle, ça c'est sûr. Et après, il y a eu des gros distributeurs qui ont un peu utilisé ça pour le coup de bambou, quoi. Taper des disques hyper chers à 60 € dans les bacs, 80 € dans les bacs, ce qui reflète pas du tout le prix de fabrication. Et donc ça, c'est très difficile aussi de s'en sortir par rapport à ça. Et donc, comme je te disais, nous, comme on n'a jamais arrêté de faire du CD, à l'époque où le CD vraiment se cassait la figure, où beaucoup de disquaires n'en faisaient plus, on a eu de la chance d'avoir une clientèle qui nous sollicitait pour ça, qui était attachée à ce format. Donc on a toujours continué à le travailler. On n'est pas anti-CD, on n'est pas pro-vinyle. En fait, on aime le physique. Et donc, ce qui fait que le CD remonte un petit peu. Nous, on en vend de plus en plus ces jours-ci. Et donc, c'est bien. Donc, le métier a beaucoup évolué aussi avec Internet, avec
la communication avec les gens. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, bien sûr. Nous, on n'était pas des foudres de guerre en termes de technologie. Ni Babouche ni moi n'avons de téléphone portable. Il a fallu s'y mettre. Au début, un peu à reculons. On avait le MySpace. C'était cool parce qu'on pouvait mettre de la musique. Les groupes y étaient. Quand Facebook est arrivé, on a regardé ça. Et on se disait, mais non, c'est pas pour nous. Un client nous a dit, mais si vous faites pas ça, vous allez crever. Et il avait raison. Donc, on s'est botté les fesses. On s'est mis à faire le Facebook. Et c'est vrai que maintenant, ça sert vachement. Et après, on a fait Instagram. Et là, on vient de se mettre sur Mastodon. Ah oui. Oui. On est très réactifs. Votre pire ennemi, quelque part, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Fnac, c'est le streaming, c'est l'online, c'est les marketplaces aussi, type Discogs. Comment est-ce que ça également Discogs, non, parce que Discogs, on s'en sert beaucoup et c'est que de l'occasion qui est vendu sur Discogs. Donc, ça va. Nos gros ennemis, c'est la Fnac en règle générale. Et surtout ici à Bordeaux, c'est très dur parce que la Fnac de Bordeaux, c'est une des meilleures de France. Et il y a toujours 2 vendeurs historiques qui sont là, Dominique et Thierry. Je pense que tu as même. Moi, j'ai bossé à la Fnac. C'est comme ça que j'ai appris le métier. Je suis rentré là-dedans en 96, mais à l'époque où c'était pas encore racheté par Pinot, c'était une boîte tout ce qu'il y a de correct, avec un confort pour les employés. On pouvait bosser, on était écoutés, on était suffisamment nombreux. Et en 97, ça a été racheté par Pinot. Changement de management, changement d'objectif, vouloir faire des sous sans investir. Et du coup, c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. La Fnac, elle vit sur ses acquis, sur son image de marque, mais tu cherches un vendeur, il y en a pas. Tu cherches un conseil, il y en a pas. Sauf si à Bordeaux, tu tombes sur Domi et Thierry qui sont là et qui s'y connaissent. Donc la Fnac de Bordeaux, de toute façon, moi quand j'étais là-bas, la Fnac voulait clairement tuer toute concurrence. Et ils avaient une politique hyper agressive, telle qu'on connaît, la politique de prix, tout ça, pour vraiment être les seuls sur le marché. Ils ont loupé le virage Internet, bien fait pour eux, mais ils sont toujours là. Mais c'est ralent parce que le disque, ça reste un produit d'appel pour eux. Ils se font des sous avec les ordinateurs, avec les téléphones, avec les machines à café. Et du coup, ils cassent les prix sur le disque et c'est dur d'être en face. Suivre, ouais. Et ensuite, oui, un temps ça a été Amazon. Après, de toute façon, c'est difficile. Mais encore une fois, nous on est contents parce que malgré tout, malgré toutes ces difficultés, et après toutes ces années, les gens continuent à venir. On est toujours là, on arrive à sortir 2 maigres salaires et à faire tourner la boutique, même s'il y a eu des hauts, des bas. Ça veut dire qu'on est dans le vrai, quoi. Alors si on se voit aujourd'hui, c'est parce que je considère Total Eleven comme un acteur à part entière, vraiment dans la scène musicale bordelaise. Peux-tu raconter un petit peu les relations que vous avez pu bâtir avec les labels et les groupes à Bordeaux? C'est un lien qui existe depuis longtemps et qui est très fort, mais ça s'est fait naturellement, ça s'est pas fait en se disant ouais, on va tout miser sur le local. En fait, de façon organique. Ouais, avec Babouche, depuis qu'on est jeune, on achète des disques et ensuite, de manière naturelle, on a joué dans des groupes, on a fait des émissions de radio, on a eu des labels, on a fait des fanzines, et c'est vraiment tout naturellement qu'on s'intéresse à la scène locale, et la scène locale s'est intéressée à nous. Elle a ressenti qu'il y avait cet attrait, et donc depuis le début, on propose les disques des labels de Bordeaux qui sont un peu installés comme Platinum, Bichou Circle, Talitre, mais aussi des jeunes artistes qui sortent leur disque en autoproduit, ils viennent le laisser ici. Là, en ce moment, depuis quelques années, il y a le label Flipping Freaks, ce collectif qui est fabuleux, qui nous touche vachement parce que ils pratiquent une musique qu'on écoutait nous dans les années 90 alors qu'ils étaient pas nés, et ils le font très bien. Et on a de très bons liens avec eux. À chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie, on fait un petit showcase, on fait une avant-première, on va à leurs concerts, ils nous invitent à passer des disques dans leur DJ set. Enfin, c'est quelque chose de chaleureux, de fort, mais surtout de naturel. Et ça, on est très content de ça, comme on est très content d'avoir cette relation avec les gens, les clients, pas forcément des gens qui ont des labels, mais des clients qui viennent, des clients de tous les jours. Ce qu'on disait tout à l'heure, le métier a beaucoup changé parce qu'avant, on était les seuls à avoir le savoir. On avait les sorties des distributeurs et les gens venaient nous demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui sort. Depuis Internet, les gens découvrent par eux-mêmes. Il y a de plus en plus de musique disponible et c'est un vrai échange maintenant. Les gens nous font découvrir autant de choses qu'on leur fait découvrir, si ce n'est plus. Les gens disent « T'as écouté ça ?» Non, on va voir sur le net. « Waouh, c'est super !» Et hop, on le relaie, on le propose et c'est comme ça que ça marche. Et ça c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, cet échange avec les gens. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là aussi depuis si longtemps. Est-ce qu'il y a des événements, des showcases, des petits release parties qui ont eu lieu ici qui t'ont particulièrement marqué?
Il y en a tellement. À l'époque, c'était il y a plus de 15 ans. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet artiste Thunder Forever qui avait sorti des disques sur Vicious Circle et en même temps sur K Record aux États-Unis. Et ça avait beaucoup marché. C'était quelque chose de très authentique, de très sincère. C'était une musique assez minimale et très émotionnelle. Et quand Thunder Forever a fait son showcase ici, c'était noir de monde. Ça allait jusque dans la rue. C'était un vrai beau succès et ça c'était très émouvant parce qu'en plus c'est quelqu'un qui est devenu un ami et donc ça c'était chouette. Il y a eu plein de petits groupes qui ont fait des trucs extraordinaires. Il y a eu Calvin Johnson, le patron du label K Record qui est à Olympia dans l'état de Washington, qui a influencé beaucoup de monde, qui a joué ici juste guitare acoustique, ça c'était super. Pas si loin de nous il y a eu TH d'Afrique pour la sortie de son avant-dernier album qui est venu jouer ici, guitare acoustique, il y avait plein de monde aussi. Enfin, j'ai tendance à dire que chaque showcase est bien, et on en a eu beaucoup, c'est vrai. Des moments magiques. C'est vrai parce que c'est des concerts particuliers, ça se passe en après-midi, les gens viennent vraiment pour ça. C'est pas dans un bar où les gens discutent, où les gens picolent, où les gens parlent entre eux. Là, il y a une attention qu'il n'y a pas ailleurs, il n'y a pas de scène. Le groupe joue vraiment au milieu de son public. Souvent, c'est un peu plus acoustique, donc c'est différent d'un concert traditionnel. Et c'est vraiment des moments très particuliers. Et moi, j'adore ça. Surtout, on a une petite salle où il y a beaucoup de bois, il y a du lino par terre, il y a une tenture, donc le son est très chaleureux. Et souvent, les artistes nous disent « Waouh, ça sonnait bien » et ça nous a plu, quoi. Quelle est l'histoire de la peinture murale ça date d'il y a 6-7 ans, je pense. Celle-ci, la dernière. Ouais, celle-ci, donc, elle a été faite par Mathieu Frixity et Duche, qui avait un duo à l'époque qui s'appelait Royal Béton. En fait, on a toujours eu des fresques murales qui ont été faites par plein d'artistes de Bordeaux, qui sont devenus des amis. Il y a eu Cool Joe, il y a eu Mehdi, il y a eu plein de gens. Mais c'est vrai que la dernière fresque était restée longtemps. Et surtout, on avait commencé à se faire graffer. Et on n'avait pas passer de la peinture assez vite et du coup ça a été un cercle vicieux et la dernière a été graffée pendant hyper longtemps et on avait demandé à Mathieu s'il voulait le faire. Mathieu c'est un client du magasin qui venait ici quand il avait 16 ans acheter des disques de hardcore. Il a dit je veux absolument le faire, c'est un lieu qui est important pour moi donc attendez-moi, je vais le faire. Sauf qu'il avait beaucoup de travail, beaucoup d'engagement parce qu'il travaille beaucoup dans l'illustration. On l'a attendu et entre-temps l'autre fresque elle était complètement défigurée, on voyait plus rien et finalement ils sont venus en printemps et ils nous ont fait cette fresque qui, pour moi, sans être... c'est pas parce que je travaille ici, mais je trouve que c'est une des plus belles de Bordeaux. Les couleurs, les thèmes, enfin ce côté un petit peu à la fois BD, très musical aussi. Et elle s'est jamais faite recouvrir. Enfin, on a eu 2-3 tags. Là, on a été hyper réactifs. Les gars sont venus de suite pour refaire le truc. Et c'est rare qu'il y ait une fresque qui dure aussi longtemps. J'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible. Ça sort de l'ordinaire et puis ça marque les esprits. C'est tellement en phase avec le magasin. C'est quelque chose de chaleureux, de joyeux. Je trouve que les couleurs qui sont à la limite du criard, ça attire l'œil, mais en même temps, Et grâce à cette fresque, c'est vrai, il y a des gens qui pensaient que Total Even, dans leur idée, c'était quelque chose uniquement rock'n'roll ou punk et qui n'osaient pas rentrer. Et grâce à la fresque, ça a attiré leur attention. Ils sont venus, ah bon, vous avez du hip-hop, ah bon, vous avez de l'électro. Oui. Les gens qui sont de passage à Bordeaux, touristes, d'ailleurs en France et peut-être au-delà, j'imagine que tu en accueilles dans ton magasin. Est-ce qu'ils viennent juste à la recherche un petit peu de ce que tu peux proposer ou est-ce qu'ils viennent essayer de dénicher un disque punk bordelais de Camera Silence ou des Stilettos? Quel est le profil de ces clients? On a cette chance, oui, d'être là depuis longtemps et du coup d'avoir des bons feedbacks chez les gens. Donc, effectivement, les gens qui sont mélomanes et qui voyagent et qui achètent des disques dans chaque ville, ils savent qu'une étape importante à Bordeaux, c'est Total Even. Et ils viennent chercher des trucs en particulier, ils nous demandent où, effectivement. Des fois, ils nous demandent juste, moi, je veux du son, je veux des artistes français, faites-moi découvrir des choses. Donc, effectivement, dans le punk, il y a Camera Silence, mais des fois, dans plein d'autres choses, dans la musique expérimentale, dans la pop. Et donc, on a cette chance à Bordeaux d'avoir une scène incroyable depuis des années, avec beaucoup de disques. Et donc là, on peut leur faire écouter plein de choses et effectivement, ils repartent ravis souvent. Quels sont les grands événements à venir en 2025 pour Total Even? Il y en a toujours. Il va y avoir d'autres showcases, mais on les connaît pas tous. Il y en a déjà eu des super. Il y a eu un groupe qui s'appelle Cool Head qui a joué il y a pas longtemps.
pour l'exposition de Céline Lacaille, parce qu'on fait des expositions aussi tous les 2 mois, ça change, 2 ou 3 mois, c'est des artistes locaux, et donc ce showcase était super. Un événement incontournable qu'il va avoir, c'est le Record Store Day, qui aura lieu, normalement c'est le 3e samedi d'avril, mais là je crois qu'ils l'ont avancé, ça sera le 2e samedi d'avril, autour du 11 par là. Et ça c'est un événement très important pour nous, qui nous aide financièrement et qui met un petit coup de projecteur sur le magasin. Il va avoir, à titre perso, moi il y a un morceau que j'adore qui est paru en fin novembre, début décembre, d'un groupe entre Lyon et Marseille qui s'appelle Loulou, L-U-L-U, qui est une espèce de power pop invraisemblable, très ancré dans les années 80, qui est chanté en français et en italien. Pour l'instant, on connaît juste un morceau qui est fabuleux, que j'adore et que j'ai fait écouter à plein de gens, et il y a eu des très bonnes réactions. Et cet album devrait sortir au mois d'avril ou au mois de mai sur Howling Banana, et ça on attend ça très fort. Je pense que le groupe viendra jouer à Bordeaux en juin, et ça va être un super événement. Et plus globalement pour Total Heaven, what happens next? Quid des mois, des années à venir? Ben ça par contre c'est la question bien malin qui pourra dire, parce que comme on disait, le marché a beaucoup évolué ces dernières années, et puis tout va de plus en plus vite et tout s'accélère. Qui aurait cru qu'il y aurait ce petit retour de cassette qu'il y a eu? D'abord on a cru que le vinyle était mort, puis il est revenu. Ensuite on a cru que le CD était mort, mais il est toujours là. Comment ça va évoluer? Ça va de plus en plus vite. Ce qui se passe, au moins on est content, parce que la clientèle, elle se rajeunit. Il y a des jeunes qui viennent au magasin, il y a des filles qui viennent au magasin, chose qui était très rare il y a 30 ans, où il y avait très peu de filles dans le milieu qui achetaient des disques. Donc ça évolue très vite, mais je serais incapable de te dire, si tu reviens l'année prochaine, début 2026, je ne sais pas du tout ce qu'on vendra. J'espère qu'on sera toujours là, s'il y aura encore un nouveau format, je ne sais pas du tout. On va se revoir. J'espère que le prix du vinyle va un petit peu baisser, globalement. Ouais. C'est normal qu'il soit un peu plus cher qu'avant, mais pas à ce niveau-là. Et je pense que les éditeurs, les labels, en fait, ils réfléchissent. Les gros labels ne réfléchissent pas. C'est clair que s'ils mettaient les disques moins chers, ils en vendraient plus et ils retomberaient sur leurs pattes. Mais je comprends pas. Pourtant, trouver the sweet spot, comme on dit en anglais. Ouais. Tu vois, il faut. Moi, j'ai pas fait l'ENA et je sais que ça marche comme ça. Je comprends pas pourquoi ces dirigeants. Bref. Yeah. J'espère qu'on va continuer à échanger avec les gens et découvrir des super trucs comme c'est encore le cas aujourd'hui. Exactement. Yes. 3 petites questions pour terminer. Oui. Évidemment, ce sont des questions que je pose à tous mes invités, mais là, avec un disque en face, c'est encore plus approprié, je pense. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Le Loulou, le truc dont je te parlais, j'écoute ça plusieurs fois par jour, quoi. Ah oui. C'est assez grave parce que je me dis je vais me lasser, mais j'arrive pas à me lasser. Et je suis en train de me dire que c'est vraiment une des plus belles chansons que j'ai jamais entendues, quoi. Je la classe vraiment dans le top niveau. On va devoir les enquêter. Après, j'écoute plein d'autres choses. Là, on a découvert il y a pas longtemps, ça c'est Babouche qui a entendu ça à la radio. Elle s'appelle, je cherche son nom, c'est Éloi, c'est une Française qui fait une espèce de pop avec un petit phrasé hip-hop, de l'électronique, mais aussi des guitares. Sa chanson, c'est Aquarius. C'est hyper touchant, c'est très beau. Ça fait un petit peu penser à Yel. Et ça, j'écoute énormément ça. On écoute beaucoup de choses, c'est vrai. Il y a le Shellac qui a été très touchant. J'aime beaucoup Lambrini Girls qui est sorti la semaine dernière et je trouve qu'il y a une super énergie et des super idées dedans. Il y a le Mac Miller posthume qui est sorti hier. Franchement, c'est son 2e album posthume et je pense qu'il devait passer sa vie en studio parce que les morceaux sont très bien. Peut-être ils ont été un petit peu retouchés par les producteurs, mais franchement, c'est du haut niveau. Comme il y a de plus en plus de musique qui sortent, et il n'y a jamais eu autant de musique, il y a de plus en plus de musique moyenne, voire médiocre, mais il y a aussi de plus en plus de bonne musique. Je confirme. Et donc ça, c'est super. Un album incontournable, un album intemporel auquel tu reviendras toujours. À titre personnel, c'est le groupe Win que j'adore et qui a changé ma vie. W2EN, un groupe américain qui a la particularité de jouer un petit peu tous les styles au sein de leur musique. Il faudrait faire une émission spéciale sur Win. Je pourrais te faire ça. On fera un podcast Win où je t'expliquerai tout. Mais voilà, Chocolate and Cheese de Win ou un album de Prince aussi. Parce que Prince,
quand j'avais 14 ans, c'est grâce à Prince que j'ai découvert à la télé, que je suis là, ici aujourd'hui. Ça m'a permis de voir la musique différemment, à un âge où vraiment on se construit. Et donc Prince, l'album de 87, Sign of the Times, c'est l'album où je reviendrai toujours. Donc 2 albums, voilà, Chocolate and Cheese et Sign of the Times. Et la dernière question, alors je te croise de temps en temps dans les salles de concert, je te vois à écouter attentivement les artistes. Un concert bordelais qui t'a particulièrement marqué? Un concert qui m'a énormément marqué il n'y a pas longtemps, d'un groupe qui m'a bouleversé et encore qui est complètement unique, c'est Cap Bambino. Cap Bambino, un duo électro avec une énergie punk, avec Caroline qui chante et Orion qui fait les musiques. Et eux, ils existent depuis 15-20 ans aussi, je pense. Ils n'avaient pas fait d'album depuis assez longtemps, depuis 8-9 ans. Et là, ils reviennent avec un nouvel album qui sort en février. Et ils ont joué à Libot en septembre. Et c'était vraiment les retrouvailles. C'était incroyable. Parce qu'eux, ils ont joué sur des grosses scènes. Ils ont joué partout dans le monde, en Amérique du Sud, dans les pays de l'Est. Et là, de les voir jouer dans un club, bas de plafond, avec ce son incroyable. Ils se sont arrangés pour arrêter le limitateur. Donc, il fallait avoir des bouchons. Mais ça te met dans un état d'euphorie. Et il y a une énergie de dingue et Caroline est hyper charismatique et elle te retourne la salle et c'est une musique même si on n'aime pas l'électro, même si on n'aime pas le punk, ça peut te toucher vraiment beaucoup. Donc il y a l'album qui s'appelle Domination qui sort chez Cléopatra, un label américain, en février, je crois que c'est le 12 février. Et ça, ce concert a été fabuleux, quoi. J'avais des bleus, j'ai pleuré, j'ai dansé comme un fou, j'ai pris les gens dans mes bras. C'est ce qu'on demande à la musique. Exactement. Merci Martial. Avec plaisir, merci Tim. À très vite et longue vie à Total Heaven. Merci beaucoup, à bientôt. Cheers. Un grand merci à Martial pour son accueil du côté de la rue Candale à Bordeaux. Et au-delà du magasin physique, ne manquez pas de suivre les événements et nouveautés de Total Heaven sur Instagram, Facebook et désormais Mastodon. Quant au podcast Invisible Border Music, n'oubliez pas de vous abonner via la plateforme audio de votre choix afin de ne pas rater les prochains épisodes ou de revenir sur les précédents. Sachez également qu'il y a désormais une liste Spotify qui compile les artistes qui ont participé au podcast, ainsi que les chansons évoquées au passage, dont inévitablement le titre de Loulou si cher à Martial. Enfin, bien sûr, Invisible Bordeaux, c'est aussi un blog qui recense en anglais et en français les lieux insolites, les personnages méconnus ou les histoires souvent oubliées de Bordeaux et de la Gironde, avec des centaines de dossiers à parcourir en ligne en cherchant Invisible Bordeaux ou le Bordeaux Invisible. Bonne découverte et bye for now.